Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Un bon début, mais peut mieux faire. Voilà en substance l'accueil réservé aux mesures du gouvernement pour lutter contre la pauvreté en France. Syndicats et associations saluent un plan intéressant, mais regrettent un manque d'ambition. Nous passerons en revue toutes les mesures, dont le coup de pouce au RSA ou encore l'aide au logement. Et puis cette question ce soir. Si j'ai un problème, sur qui pourrais-je compter? Ma famille? Mes amis? Eh bien, de moins en moins de Français ont une réponse à apporter. Solidarité et pauvreté, c'est le thème de notre débat du mardi soir. Revoter, oui, mais quand? Avec 2 candidats ou à plusieurs? Alors que toutes ces questions représentent autant de différends. Entre Jean-François Copé et François Fillon, de plus en plus de parlementaires, députés et sénateurs de droite militent activement pour un nouveau scrutin. Rapidement, les copéistes refusent, mais pourront-ils tenir longtemps alors que la pression s'accentue? Réponse ce soir de Marc-Philippe Daubresse, député et soutien de Jean-François Copé. Il est notre invité. En Égypte, à présent, l'armée revient au premier plan pour veiller à la sécurité du pays. Discret depuis plusieurs mois, les militaires sont appelés par le président Morsi pour jouer le rôle de gendarme. Une mission ultra risquée, alors que les partisans du président et les opposants se font face ce soir dans une ambiance tendue, mais heureusement sans incident. Voilà pour le programme du 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Les premières mesures annoncées par Jean-Marc Ayrault pour lutter contre la pauvreté en France ont été saluées par les syndicats et les associations. Tous y voient un bon début, mais tous estiment aussi que c'est insuffisant. Revalorisation du RSA, aide au logement et d'autres mesures encore. L'ensemble coûtera entre 2 et 2,5 milliards. Tous les détails avec Flora Sauvage. La pauvreté n'est pas une fatalité, c'est le message de Jean-Marc Ayrault dans son discours de clôture de la conférence de lutte contre la pauvreté qui s'est tenue à Paris. D'ici à 2017, 2 à 2,5 milliards d'euros vont être alloués à ce fléau. Pour venir en aide aux 8,5 millions de pauvres en France, le chef du gouvernement va revaloriser le RSA. J'ai décidé de redresser la courbe de progression du RSA socle pour ramener son niveau à 50% du SMIC. Je souhaite que d'ici 2017, c'est-à-dire à la fin du quinquennat, il est augmenté de 10%, en plus de l'indexation annuelle sur l'inflation, avec une première revalorisation dès septembre 2013. Autre mesure, le plafond pour accéder à la CMU va être révisé à la hausse. Le but, permettre à 500 000 personnes supplémentaires d'en bénéficier. Par ailleurs, 4 000 places d'hébergement d'urgence et 4 000 places pour les demandeurs d'asile devraient être créées. Honnêtement, il faut le dire, c'est courageux, c'est positif. Mais alors, aucune visibilité sur la suite. Pour les associations de lutte contre l'exclusion, ces mesures représentent un premier pas positif. Je crois qu'il y a l'amorce d'une démarche. Alors, quand je dis l'amorce d'une démarche, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est dégrippé. On a le sentiment qu'il y a une dynamique qui se met en place, qu'il va falloir soutenir, et on sera derrière pour la pousser, je peux vous le dire, on sera vigilant. Et en même temps, bien sûr, ce n'est que l'amorce. Donc il y a des éléments où on aurait souhaité que ça aille plus loin. Enfin, un contrat d'insertion sera créé, destiné à terme à 100 000 jeunes non qualifiés. Ce contrat d'1 an renouvelable, signé entre le jeune et le service public de l'emploi, sera assorti d'une allocation de 450 € environ par mois. Dans un communiqué, le Parti communiste dénonce le manque de moyens alloués à ce plan contre la pauvreté et d'ajouter que la volonté affichée ne sert pas à grand-chose si les moyens ne sont pas au rendez-vous. Voilà, et à suivre dans le 22h tout à l'heure, notre débat autour de ces mesures. Sont-elles suffisantes? Permettront-elles de freiner la progression de la pauvreté? Et plus généralement, alors que la pauvreté touche plus de 8 millions de personnes en France, ces personnes peuvent-elles encore compter sur leur famille, leurs amis? Débat à suivre donc sur la pauvreté et la solidarité de chacun en France. Dans l'actualité, après l'Assemblée, c'est au tour du Sénat d'approuver en première lecture le projet de loi créant la Banque publique d'investissement, c'est la BPI. C'est ce nouvel outil de l'État pour redresser l'économie du pays. L'ensemble de la gauche a voté pour. En revanche, l'opposition, UMP et centristes, a voté contre. Promesse phare du candidat Hollande, cette institution devrait démarrer ses activités en 2013 et devenir, selon le gouvernement, la banque de la croissance française. On voit tout cela avec Tam Tranui.
C'était le premier des 60 engagements de François Hollande et il est désormais voté. Le texte créant la Banque publique d'investissement a été adopté au Sénat en fin d'après-midi et la future BPI débutera ses activités dès le 1er janvier prochain. Dotée de 42 milliards d'euros, elle réunira les anciennes activités du Fonds stratégique d'investissement, de la Caisse des dépôts des entreprises et de la banque Oseo. Un bon dispositif dont les régions seront partie prenante selon la majorité. C'est un outil pour l'économie, pour la croissance, pour l'emploi et pour les entreprises. Si les régions jouent le rôle de chef de file de l'économie, elles doivent y participer pleinement en fonction de leurs moyens. Chaque région aura un comité pour sélectionner les entreprises et les projets financés, le tout sous le regard attentif d'une structure à Paris qui sera dirigée par Jean-Pierre Jouyet. Un dispositif trop lourd pour l'UMP qui a voté contre le projet. Pour moi, ce sont trois choses existantes qu'on met ensemble sans argent supplémentaire, avec un actionnariat à 50-50 et des quantités de comités. Ça fera peut-être pas grand mal, mais ça fera pas beaucoup de bien. Destinée en priorité aux PME, la BPI doit devenir l'un des leviers de la compétitivité selon le gouvernement, un objectif ambitieux qui sera chaque année évalué par le Parlement. Il ne supporte plus le statu quo. Après la 5e entrevue entre François Fillon et Jean-François Copé, c'était ce soir, les parlementaires UMP exaspérés, excédés, ont compris que ces tête-à-tête n'aboutiraient à rien, et c'est le cas d'ailleurs. Ils ont donc pris l'initiative. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer, propose un référendum des parlementaires pour décider s'il faut un nouveau vote avant l'été. Les fillonistes s'engouffrent dans la brèche et la pression s'accentue sur Jean-François Copé. Les détails avec Jérôme Rabier. Pas de sortie de crise en vue et pourtant les initiatives ne manquent pas pour sortir l'UMP de l'ornière. Aujourd'hui, c'est Bernard Accoyer qui a lancé l'idée d'une consultation de l'ensemble des parlementaires UMP la semaine prochaine avec une question simple. Pour ou contre un nouveau vote des militants, tel que la majorité d'entre eux l'appelle, un nouveau vote des militants avant l'été 2013. Une initiative saluée par les non-alignés Bruno Le Maire et Nathalie Kosciusko-Morizet et que le clan Fillon reprend à son compte. L'ancien Premier ministre a rassemblé les sénateurs qui le soutiennent en fin d'après-midi au Palais du Luxembourg et à la sortie, les menaces étaient claires. Si Jean-François Copé ne prend pas en compte l'expression des parlementaires qui appellent tout simplement à l'expression par le vote, dans un délai raisonnable et dans des conditions de transparence, je le dis clairement, moi en ce qui me concerne, j'en tirerai les conséquences. Car je ne peux pas, j'allais dire, être dans un mouvement politique qui ne respecte pas des valeurs éthiques et morales qui s'expriment au travers du vote. Majoritaires à la Haute Assemblée, les fillonistes ne peuvent accepter que Jean-François Copé s'accroche au poste de président de l'UMP et rappellent qu'ils ont leur mot à dire dans ce conflit. À partir du moment où on participe au financement, je pense qu'il est normal que l'on ait la possibilité de parler, d'être écouté et mieux d'être entendu. François Fillon propose que la nouvelle élection soit ouverte à d'autres personnalités et annonce qu'il ne sera probablement pas candidat. En reprenant les propositions des non-alignés, il souhaite isoler Jean-François Copé et le forcer à remettre son poste de président de l'UMP en jeu. Et invité politique ce soir, c'est le député Marc-Philippe Daubresse. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, je l'ai précisé tout à l'heure, vous êtes un soutien de Jean-François Copé. Un soutien centriste à Jean-François Copé. Vous faites bien de le préciser. Après 5 tête-à-tête stériles entre François Fillon et Jean-François Copé, ce sont les parlementaires, nous l'avons vu, qui prennent l'initiative. Un référendum sera organisé mardi prochain. L'idée, je le précise, est celle de Bernard Accoyer pour savoir s'il faut revoter avant l'été. Votre réponse ce soir à cette proposition? Écoutez, j'ai deux réponses. La première, c'est de dire à mes bons amis parlementaires, pour quelle que soit la personne pour laquelle ils aient voté, que nous avons 3 des nôtres qui se présentent à des élections législatives partielles. Et que toute initiative qui remet de l'huile sur le feu n'est pas une bonne chose parce que nos électeurs nous ont montré dimanche soir que les querelles, Fillon, Copé, l'UMP, oui, on mais nous eux, disait... ils le font pour sortir de la crise, hein, parce que l'huile est vraiment C'est vous sur qui le le dites, feu. ça, excusez-moi, je ne suis pas obligé d'avoir la même opinion. Je dis que, compte tenu de l'état des choses et de cette grande entreprise de désinformation depuis le début qui est relayée par certains organes de presse, moi je dis, ne mettons pas de l'huile sur le feu et regardons ce que disent nos électeurs. L'UMP s'est mobilisé fortement, le Front National non. La réponse à ma question, Marc-Philippe Je vais y Daubresse. répondre. On n'est pas en 4e République, on est en 5e République. C'est pas
on ne doit pas instrumentaliser les parlementaires, quels qu'ils soient, en disant il y a autant de parlementaires qui votent pour telle solution ou telle autre solution. Donc vous rejetez cette proposition? C'est pas si simple. C'est pas si simple. Parce que si on veut revoter, il faut modifier les statuts, ça prend du temps. Si on veut, François Fillon dit je vais plus être candidat. Enfin, j'ai cru comprendre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout sauf Jean-François Copé. Qu'est-ce que c'est que cette manière de faire? Permettez-moi, avec cette idée de ne pas être candidat, l'ancien Premier ministre François Fillon opère là peut-être un retrait stratégique, une retraite offensive. Excusez-moi, vous me faites signe comme ça, je ne suis pas d'accord avec vous, excusez-moi. Nous avons des statuts. Nous devons respecter ces statuts. N'importe quel adhérent peut contester ces statuts. Seuls les militants peuvent décider de revoter. Et c'est une consultation des militants. Donc, si j'ai bien compris, vous refusez ce soir la proposition de Bernard Accoyer. Je rappelle à mes bons amis gaullistes, notamment à mon grand ami Gérard Larcher, que seuls les militants peuvent décider, le cas échéant, de revoter, et certainement pas des parlementaires. Donc vous la refusez. Qui auraient été instrumentalisés. Vous êtes en train de refuser. Nous ne sommes pas en 4e République. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous bunkériser ce soir? Ah non, ça c'est ce que vous dites dans certains organes médiatiques. Excusez-moi de vous le dire. Je vous pose une question. C'est une grande entreprise de désinformation. Monsieur Copé et Monsieur Fillon se sont présentés. Ils ont été à quelques encablures l'un de l'autre. La commission des recours, dont les attendus juridiques, si vous preniez des juristes, connaissons l'histoire, sont incontestables, dit que monsieur... Non, à chaque fois, vous nous refaites le même cirque en disant on ne veut pas parler du fond. Excusez-moi, le fond, il est là. Et moi, je dis que notre travail maintenant, c'est de nous remettre au boulot pour faire de l'opposition. Mais quelle est la stratégie? Ce que nous faisons. Avant le boulot, l'élection est contestée. Jean-François Copé a fait des propositions très claires. Il a proposé un référendum pour demander aux militants s'ils voulaient revoter ou non. Et il vient encore de proposer ce soir... Est-ce que ce n'est pas Non, vous ne me laissez jamais parler. Et il vient encore de proposer ce soir à François Fillon de mettre sans délai tout de suite une commission en place pour réformer nos statuts. En tous les cas, on peut dire que ce duel... Mais les parlementaires, y compris les centristes, sur les nerfs, en interrompant toujours les personnes, en les empêchant d'expliquer le sujet, que vous allez arriver à enrayer cette entreprise de désinformation. La réalité, c'est que si nous voulons demander aux militants s'ils veulent revoter, il faut réformer les statuts. Ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Et ensuite, on arrive dans des périodes municipales. Et donc que la date est quelque chose de très important. Et donc nous consulterons le moment venu les militants pour leur demander leur avis. Ce n'est pas les parlementaires qui doivent choisir. On a compris. Est-ce que la stratégie de Jean-François Copé n'est pas celle finalement du général MacPahon qui avait dit « j'y suis, j'y reste ». Non, la stratégie de Jean-François Copé n'est pas celle du boulevard Saint-Germain et d'un certain nombre de médias qui relayent abondamment une entreprise de désinformation. C'est la stratégie d'un homme... plus clair, vous visez qui depuis tout à à l'heure vous nous parlez des médias. C'est la stratégie d'un homme qui est élu par des militants. C'est une stratégie d'un homme qui est élu par des militants et qui doit faire face tous les jours à une entreprise qui raconte les choses comme elles ne se sont pas passées. Restez calme. Eh bien, moi je suis très calme, c'est vous qui m'interrompez tout le temps. Vous n'avez pas l'air, je vous pose des questions simplement. Non, mais vous m'interrompez toutes les 10 secondes, vous ne me laissez pas expliquer les choses. Eh bien, je vous réponds tranquillement que quand on va voir les militants sur le terrain les uns après les autres, eh bien les militants expliquent qu'eux, ils souhaitent de l'apaisement. Et moi, je vous dis simplement que contrairement à tout ce qu'on nous avait dit dimanche soir, l'UMP est arrivé en tête dans deux circonscriptions. Avec une abstention très forte. Alors d'accord, ce sont des partiels, comme dans toutes les partielles. Vous avez entendu ce matin sur Europe 1 François Fillon, il a dit qu'il ne serait probablement pas candidat lors d'un éventuel nouveau vote. J'ai terminé ma question, si vous permettez, c'est aussi mon rôle ici. C'est donc un combat pour lui qui est dénué de tout intérêt personnel. Oui, c'est aussi un combat pour dire tout sauf Copé. Quelle bêtise. Vous ne croyez pas que nous avons mieux à faire que de faire des querelles de personnes et que nous devons concentrer notre énergie contre la politique mortifère de la gauche en matière économique et sur les sujets de société. Moi, je me concentre à ça et franchement, je n'ai pas envie de rentrer dans des querelles de cuisine qui ne sont pas de mise parce que quand vous parlez avec les militants, ce n'est pas tout à fait les questions que vous me posez qui se posent eux. Merci Marc-Philippe Daubresse d'avoir été notre invité ce soir. La suite du 22h et nous allons parler complètement d'autre chose. À l'approche des fêtes de fin d'année, eh bien les vœux vont faire leur apparition. Alors il y a les nostalgiques, vous en faites peut-être partie, qui se raccrochent aux traditionnelles cartes de vœux. Il y a les politiques et nous verrons des extraits tout à l'heure qui tentent de paraître modernes et branchés sans toujours y arriver. Et puis il y a les vœux de Maurice Lévy, double actualité pour le patron de Publicis dont on apprend aujourd'hui qu'il a été le patron du CAC 40 le mieux payé l'année dernière en France avec plus de 19 millions d'euros. Et il a mis en ligne aussi ses vœux de bonne année aujourd'hui. Regardez la version classique et Caroline Deschamps, notre journaliste, nous rejoint pour l'autre version. Bonne année, Chinyan Kwaile, Feliz Año Nuevo, Good New Year. Auguri. It's time for my New Year's greetings and our now traditional video. It's something I truly enjoy doing.
I feel that I'm connecting with every one of you. But I have been told that some of you think my greetings are a little on the long side, and some of you even skip certain parts. Et pour un peu de bonne humeur sur ce plateau, on en a bien besoin ce soir. On accueille notre journaliste Caroline Deschamps. Bonsoir Caroline. Bonsoir Sonia. Alors on vient de voir les vœux de Maurice Lévy. On avait une version un peu classique. En tous les cas, ça fait le buzz sur Internet. Pourquoi? Ben oui, il prend de l'avance déjà. Il les publie avant tout le monde. Et puis ce sont des vœux en vidéo sur Internet sous la forme d'une vidéo interactive pleine d'humour. C'est-à-dire que quand l'internaute, par exemple, met sur pause la vidéo, Maurice Lévy s'occupe en jouant sur son portable ou en nettoyant le lion de Publicis. De la même façon, Sonia, si l'on change la qualité de la vidéo, eh ben, le décor change lui aussi et le tableau de maître qu'on voit dans le bureau de Maurice Lévy devient une croûte, le téléphone devient un jouet. Alors on peut aussi avancer dans la timeline de la vidéo et tout d'un coup Maurice Lévy jette les feuilles de son speech. Mieux encore, quand on baisse le son, il se met à chuchoter. Alors mieux que d'en parler, je vous propose de regarder. The crisis put considerable pressure on all of us. Okay, I skip that. I skip that too. This is really too bad. You can be patient, very patient. Okay, let's do it again. At innovative work that we produce for our client without your dedication and support. You are going to miss it all. C'est très original. Oui, c'est un bon coup de pub, mais ce n'est pas le premier, puisque l'année dernière, la vidéo de ses vœux était en voix off, et en 2010 en chinois. Et alors, pied de nez ou manière de mettre les pieds dans le plat, vous l'avez dit Sonia, cette vidéo est donc publiée le jour où l'on apprend que Maurice Lévy est le patron le mieux payé du CAC 40. Le patron de Publicis ne connaît pas la crise. Alors on va parler maintenant des vœux des politiques qui sont sûrement moins loufoques, non? Pas si sûr, on se souvient de la fameuse vidéo d'Hervé Morin dans sa cuisine. Une expérience, c'est vrai, moyennement réussie. Difficile d'innover pour les politiques sans sombrer dans le ridicule. Mais entre le cadrage amateur avec sapin en arrière-plan d'Alain Juppé, les plans de coupe hasardeux de François Hollande, les bibliothèques Intello de Bayrou ou de Villepin, il y a peut-être des progrès à faire, mais je ne résiste pas à un petit florilège des vœux politiques. Alors ça date de 2008 jusqu'à aujourd'hui, regardez. Souvenir, souvenir. Mes chers amis, je suis heureux de vous souhaiter la bonne année chez moi et probablement dans le lieu que j'aime le plus dans mon appartement, c'est-à-dire ma cuisine. Chers internautes, l'année 2007 s'achève dans l'inquiétude. Inquiétude devant l'état du monde. Bonne année à tous. Je veux souhaiter à chacune et chacun d'entre vous le meilleur pour vous-même et pour vos proches. Chères Bordelaises, chers Bordelais, je voudrais tout d'abord souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous une très heureuse année 2009. Une chose est sûre, Sonia, personne n'égalera les Belges et notamment le maire de Néchin-la-Bourgade. Ne nous fâchez pas avec les téléspectateurs. J'adore les Belges. Le maire de Néchin-la-Bourgade où Gérard Depardieu a élu domicile. Monsieur le maire est un grand fan de Carlos, le chanteur bien sûr, et pour ses vœux, il n'hésite pas à tomber la chemise et plus encore pour entonner tout nu, tout bronzé, devant ses administrés. Regardez cet extrait. Il y
a de l'ambiance. Et il a fait la communication à la sauce belge, Sonia. Gérard Depardieu a trouvé d'autres atouts apparemment pour s'installer là-bas. Merci beaucoup Caroline, merci, je vous dis à mardi Sonia. avec plaisir. La suite du 22h et dans un instant, place au débat du mardi soir. Nous détaillerons ensemble les mesures annoncées par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault pour lutter contre la pauvreté en France et nous évoquerons le regard des Français, votre regard sur cette situation. Comment chacun d'entre vous réagit? Où en est la solidarité individuelle? De nombreux invités pour en débattre. C'est juste après le tour de l'info de Cécile Sixou. En devenant Premier ministre du Mali, Cheikh Modibo Diarra avait promis de sortir le pays de la crise, mais arrêté cette nuit par l'armée et placé en résidence surveillée, il a été contraint de démissionner. Moi, Cheikh Modibo Diarra, démissionne avec tout mon gouvernement ce jour, mardi 11 décembre 2012. Je m'excuse auprès de l'ensemble des populations du Mali qui souffrent de cette crise sous plusieurs formes et cela à tous les niveaux. À l'origine de cette nouvelle crise, le désaccord entre le Premier ministre et le chef de l'armée malienne, le capitaine Sanogo, sur une intervention internationale au nord Mali. Cette mise à l'écart contrecarre les plans de Paris pour un apport logistique dans la région. Ce soir, la CEDEAO condamne les agissements des militaires. Le ton monte entre Patrick Buisson et Christiane Taubira, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, poursuivi en justice par l'association Anticorps pour avoir bénéficié de commandes de sondage par l'Elysée sans appel d'offres, contre-attaque. Il accuse Christiane Taubira d'être membre de l'association Anticorps et donc de prise illégale d'intérêt. Il porte plainte contre elle. La garde des Sceaux, interpellée à l'Assemblée par l'opposition, s'en remet à la justice. Ni vous, ni ceux qui m'accusent ne seront en mesure de démontrer ce qu'ils prétendent. La justice dans ce pays démontrera le contraire. Les responsables d'Anticorps se disent prêts à retirer Christiane Taubira du comité de parrainage si elle en fait la demande. La France va devoir attendre avant de vendre au Brésil ses Rafales. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, en visite à Paris. Pour moderniser sa flotte, son pays avait lancé un appel d'offres. Au total, le pays commandait 36 avions de chasse pour un montant de 4 milliards d'euros. Un contrat juteux pour Dassault, mais la décision a été remise à plus tard, compte tenu du contexte économique du Brésil. Le verdict est tombé. 2 ans de prison ferme et un mandat d'arrêt international ont été requis contre les anciens responsables de l'association L'Arche de Zoé, Éric Breteau et sa compagne Émilie Lelouch. Jugés pour tentative d'enlèvement de 103 enfants au Tchad en 2005, ils vivent actuellement en Afrique du Sud et n'étaient pas présents au procès. L'accusation a également demandé la dissolution de l'association et 700 000 € de dommages et intérêts. Ce soir, Robert Navarro, sénateur d'Hiver Gauche, a été mis en examen pour abus de confiance en cause des irrégularités dans ses comptes. Ses successeurs à la tête de la Fédération de l'Hérault ont notamment trouvé des notes de 100 000 € de billets d'avion au profit de ses proches. Une personne sur 7 souffre de pauvreté en France. La pauvreté n'est plus un fait marginal dans la société française. Des familles monoparentales ou nombreuses, des jeunes qui débutent dans la vie, des retraités. Ils sont plus de 8 millions de personnes à vivre sous le seuil de pauvreté, à savoir moins de 964 € par personne. Alors nous allons parler des chiffres, des mesures annoncées par le Premier ministre et du regard de notre société en général avec nos invités ce soir. Claude Dillin, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes sénateur socialiste de la Seine-Saint-Denis. Merci d'être avec nous. Jean-Paul Delevoye, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du Conseil économique, social et environnemental. Vous avez accueilli aujourd'hui la conférence nationale contre la pauvreté. Et je rappelle aussi à nos téléspectateurs que vous avez été, durant de nombreuses années, médiateur de la République. Pierre-Yves Madinier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président d'ATD Carmonde, qui lutte pour garantir l'accès des plus pauvres à l'exercice de leurs droits. Merci d'être avec nous ce soir. Et Serge Pogum, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS et auteur de plusieurs ouvrages, dont La régulation des pauvres ou encore les formes élémentaires de la pauvreté. Alors messieurs, avant de commencer notre discussion, je vous propose d'aller à la rencontre de l'une des militantes du mouvement ATD Carmonde. C'est Micheline, vous allez le voir, qui vit avec les minima sociaux. C'est l'un des porte-voix de votre association, Pierre-Yves Madinier. Et notre journaliste Paul Bouffard l'a suivi aujourd'hui alors qu'elle a pu s'exprimer lors de la conférence nationale contre la pauvreté. Regardez.
Micheline et Marie-France, deux copines souriantes, mais deux copines frappées de plein fouet par la pauvreté. Micheline est au RSA avec 2 enfants. Après un CDD à la mairie de Nancy, elle est au chômage depuis 2 ans. Le RSA aide à survivre et non à vivre. Dès que les factures courantes sont réglées, l'alimentation est achetée, il n'y a pratiquement plus rien. 750 € par mois, c'est presque mission impossible. Alors on se prive et on compte à l'euro près. C'est bien souvent, moi c'est du café toute la journée, et les filles c'est... Bon, et la viande, c'est pas tous les jours non plus. Donc on essaye de... On a toujours des astuces pour y arriver. C'est la débrouille? C'est la débrouille, tout simplement. Chaque jour, Micheline livre bataille contre la précarité. Pour elle, mais pas seulement. Depuis quelques mois, au sein de l'association AT des Quarts Monde, elle a participé aux ateliers préparatoires de la conférence nationale sur la pauvreté. Aujourd'hui, porte-voix des précaires, elle a un objectif clair. Montrer les réalités et d'essayer de changer les choses. Et de faire entendre notre voix pour justement changer les choses. Se faire entendre. Quand Micheline entre dans la salle, elle a d'abord le trac. Mais devant le Premier ministre, elle n'a pas honte de sa situation. Elle prend la parole. Le regard, il faut vraiment le changer pour que justement nous, on ait les moyens d'aller plus haut. Il faut quand même se faire entendre et dire qu'on est là, qu'on n'est pas reclus ou exclus dans un coin de chaque département. Qu'on se fasse entendre et voir. Surtout voir. À la sortie, après le discours de Jean-Marc Ayrault, la Nancéenne est plutôt rassurée. RSA augmenté, CMU étendu, les propositions du gouvernement sont sur la table. On lâchera pas. Mais attention, avec ses camarades, Micheline ne veut surtout pas baisser la garde. Ce qu'on espère, c'est que le RSA augmente, mais que la baguette, le lendemain, n'augmente pas. De retour en Lorraine, elle n'aura qu'un espoir, que les promesses socialistes touchent son terrain, sa réalité. Voilà pour la ténacité et aussi l'humour de Micheline. Serge Poga, Micheline a parlé dans ce reportage du regard qu'on porte sur les exclus, sur cette situation. Est-ce qu'il a changé ce regard? Est-ce qu'il a évolué aujourd'hui? On est presque en 2013, où en est-on? Il a évolué au sens où de plus en plus aujourd'hui on considère la pauvreté comme une injustice sociale. Je dis de plus en plus parce qu'il y a seulement 5 ans on expliquait davantage la pauvreté par la paresse. Et donc il y a une évolution assez nette dans les représentations de ce phénomène. Et on pourrait presque dire qu'il y a des cycles de la solidarité. Aujourd'hui on est dans un cycle justement plutôt favorable à la mise en œuvre de politiques ambitieuses d'éradication de la pauvreté. Et ça, c'est quelque chose relativement nouveau. Regardez, on ne parle finalement plus beaucoup de dire qu'il faut inciter les pauvres à ne plus bénéficier de revenus, du revenu de solidarité active, par exemple. On veut plutôt trouver des mesures de fond pour éradiquer la pauvreté. Et ça me semble, en tout cas dans l'ère du temps, ça correspond à des attentes profondes des Français et le gouvernement tente d'y répondre. On va parler des mesures du gouvernement, mais sur le regard, Jean-Paul Delevoye, vous êtes d'accord avec l'analyse de Serge Poga? Oui, il faut regarder un peu les évolutions des sociétés. C'est vrai que il y a relativement peu de temps, on parlait encore des mauvais pauvres, mais c'est toujours été ça. Victor Hugo déjà a évoqué cela, etc. Là, ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'il y a une prise de conscience collective, qu'il y a des mécaniques aujourd'hui qui sont des mécaniques d'exclusion. Et que l'exclu, c'est presque un statut social en disant « moi je suis inclus, toi tu es à côté, je te donne une mesure de compensation ». Et que chacun peut être frappé de cette fracture. La deuxième chose qui, je crois, inquiète nos concitoyens et qui crée ces réflexes de solidarité, et les maires le savent mieux que quiconque, c'est que la concentration, la mixité sociale a explosé. C'est-à-dire que c'est dans les mêmes quartiers où on en a les mêmes problèmes. Les taux d'échec scolaires les plus élevés, les taux de revenus, les revenus les plus bas, les taux de santé, les logements les plus précaires, etc., etc. C'est-à-dire qu'on est presque à des points de fracture de certains de nos territoires qui ont presque dépassé le seuil d'irréversibilité. Et chacun prend conscience de cela et brutalement, alors qu'on a eu en 95 la fracture sociale où chacun se sentait concerné par l'autre, et ensuite c'était la sécurité où chacun demandait à se protéger de l'autre, il y a aujourd'hui effectivement une capacité de changer le regard. Et l'on voit bien que c'est important, et pour celui qui le subit,
Car pour quelqu'un qui est dans la rue, le pire, c'est pas d'avoir aucun euro dans sa CIBIL, c'est que plus personne ne le regarde. Il n'existe plus. Ça, c'est absolument dramatique. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des moyens peut-être de se dire, je me sens responsable et on doit pouvoir recréer des passerelles. Mais il y a urgence. Il y a urgence. D'ailleurs, vous employez des mots qui sont assez durs. Vous parlez d'une fracture de la société française, d'une bombe à retardement de l'échec scolaire. Vous dressez vraiment le portrait d'un pays affaibli, fracturé, mais je note une note d'espoir ce soir avec cette prise de conscience dont vous parlez. Si vous laissez les gens, si notre société, avec bonne conscience, laisse les gens dans une situation où il n'y a pas de désespérance dans un parcours républicain, ils trouveront dans le commerce de la drogue, dans les sectes ou dans les intégristes, des espérances qu'on n'est pas capable de leur offrir. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un problème de compassion ou de soulager sa conscience, c'est un vrai problème de cohérence collective. Claude Dillin, Jean-Paul Delevoye a parlé justement de la mixité sociale qui a explosé. Vous connaissez bien cette situation ? Oui, il a totalement raison. C'est-à-dire que la pauvreté augmente, mais elle se territorialise aussi. Ce qui fait que, moi j'espère que M. Pogam a raison et qu'effectivement le regard, parce que c'est ça l'enjeu, c'est quel regard on porte. C'est pas un problème de gouvernement, c'est un problème de société. Quel regard la société française porte sur ses pauvres. Et selon vous, quel regard porte-t-elle ? Je ne suis pas aussi optimiste que lui sur le terrain, mais parce que justement, peut-être, je viens d'un territoire où il n'y a que des pauvres pratiquement. Mais je sens vraiment que moi, je serais plus pessimiste en disant, bah oui, quitte à ce qu'il y ait des pauvres, autant qu'ils soient tous au même endroit. Et là, ça va mieux pour moi parce que je suis à l'extérieur. Donc, moi, je suis encore très inquiet. Je pense que tant mieux. J'espère effectivement que le regard a changé et que la compassion. Cela dit, la compassion, c'est un mot un peu compliqué. Je sais que vous l'employez souvent, mais moi, je préférerais solidarité. C'est-à-dire que est-ce qu'on est prêt à faire des efforts ? Qu'on ait de la compassion, c'est bien, mais est-ce qu'on est prêt à faire des efforts ? Moi, quand je vois au Sénat comment les mesures un petit peu de solidarité, aussi bien entre personnes qu'entre territoires, sont mal reçues, comment il faut lutter pour les avoir, je suis obligé d'être un peu plus pessimiste que vous. Ah mais moi je vous rejoins tout à fait. Ce que je dis, c'est qu'on est dans un contexte qui est plutôt favorable. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mise à distance des pauvres, qu'il n'y a pas d'injustice flagrante entre les territoires. Et d'ailleurs, les ministres Marisol Touraine et Marie-Arlette Carlotti se sont succédés pour dire aujourd'hui que les personnes pauvres ne l'ont pas choisi, que c'est subi. Est-ce qu'il faut le préciser donc, c'est qu'il y a encore dans l'imaginaire des gens cette idée que pour cette situation, il y a un manque de volonté, de courage et peut-être qu'il y a de la paresse. Certaines personnes encore le pensent. Écoutez, moi je pense qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. Il y a quelques mois, le grand jeu, c'était de se payer le pauvre, c'était de parler de l'assistanat, c'était d'utiliser des propos qui étaient vraiment des propos scandaleux. Bien. Aujourd'hui, effectivement, nous en félicitons, le discours public a changé. Il y a un travail de fond à faire. Et nous, associations, nous appelons vraiment l'ensemble de l'opinion publique à se mobiliser. À se mobiliser sur des choses très concrètes, par exemple. Nous avons lancé, il y a quelques mois, avec le Secours catholique et Amnesty International, une action pour demander aux citoyens d'écrire à leur maire, pour dire « nous soutenons vos projets lorsque vous voulez construire des habitants, des HLM ». Des habitations à loyer modéré. Nous soutenons vos projets lorsque vous voulez doter votre commune d'aires de voyage. Personnellement, j'ai écrit. Mon maire m'a répondu 2 pages. Que vous a-t-il dit ? Il était très content, le maire. Mais le fait qu'il me réponde 2 pages, ça montre qu'on n'était encore pas très très nombreux probablement à avoir écrit. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail de fond à faire. Il y a une inquiétude très forte autour de la pauvreté. Et je pense que l'intérêt d'une politique qui sort de la stigmatisation, c'est de rassurer les Français sur le fait que, passez-moi l'expression, tout ne va pas foutre le camp. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un minimum de filet de sécurité et qu'à partir de cela, on peut reconstruire une société où il y a du projet collectif. Il y a un filet de sécurité. Je posais tout à l'heure la question, si j'ai un problème, sur qui je peux compter ? Ma famille, mes amis ? Est-ce qu'il y a de plus en plus de Français qui n'ont pas de réponse à cette question aujourd'hui ? Est-ce que vous le constatez ? Est-ce que vous l'avez constaté en tant que médiateur de la République ? Moi, j'avais été très frappé de voir que le 21e siècle, c'est le siècle de la mobilité. On peut téléphoner à l'autre bout du monde, faire le tour du monde, etc. etc. Le drame du 21e siècle, c'est l'isolement. Et l'isolement par l'échec. Et ce que je vois, c'est ce qu'évoquait le président, c'est en fin de compte les spirales. Ça va très vite, la spirale du déclin. On perd son travail, on perd, etc. Et on se retrouve assez rapidement à la rue.
Et là, il y a quelque chose dans lequel on assiste à la rupture de la famille. Moi, j'étais très frappé dans les statistiques de la conférence, mais que tu dois voir, toi, Claude, c'est le nombre d'enfants pauvres. Oui. Moi, j'ai pris ça en pleine figure. Et l'on voit bien que comment imaginer que cet enfant qui vit dans la précarité est un parcours scolaire normal s'il n'y a pas un accompagnement. Et donc aujourd'hui, croire que parce que la société a une solidarité publique qui peut nous exonérer de notre solidarité personnelle, c'est une erreur. Je veux dire que cette mobilisation est importante. Et il y a des faits révélateurs. Le maire, Claude pourrait très bien le dire, dès que vous faites un programme en tant que maire, un programme en direction des plus défavorisés, vous avez des gens qui applaudissent à condition qu'ils ne soient pas à côté du programme. Parce que ceux qui sont à côté du programme protestent et font des manifestations pour dire, monsieur le maire, on est pour la solidarité, mais pas à côté de chez nous. C'est-à-dire la compassion, Donc, oui, mais on ne veut pas la voir, la pauvreté, tant que c'est loin. Donc je crois qu'il y a aujourd'hui un vrai problème de conscience. On dit, on est tous concernés et on peut tous apporter des solutions. Et dans l'accompagnement, ce qui est intéressant chez ATD Quart Monde et dans d'autres associations, on voit que des gens qui ont été complètement cassés par cette statue de la précarité arrivent à retrouver une dignité, une exemplarité, une créativité, une dignité humaine qui font des citoyens extraordinaires. Donc tout homme est rattrapable, à condition qu'on ne l'enferme pas et qu'on ne le piège pas dans un statut d'exclusion. Allez-y, Pierre. Oui, il y a quelque chose aussi qui a fait apparaître à l'opinion publique cette conférence, c'est la question du non-recours. Oui. On nous a bassinés. C'est-à-dire avec les fraudes des gens qui étaient aux minima sociaux, etc. Le non-recours, c'est le fait que 32% des personnes qui ont droit au RSA socle ne vont pas revendiquer ce droit. Que le taux de non-recours pour le RSA activité est de plus de 65%. Pourquoi? Parce qu'on a construit des systèmes trop compliqués, des systèmes qui conduisent à une telle inquisition, à une telle stigmatisation, que dans bien des cas, les gens disent « je me tiens à distance ». Alors, il y a des conséquences assez graves. Il y a des jeunes couples aujourd'hui qui se constituent en disant « nous, on ne veut plus être dans le système. On sort complètement du système, on se débrouille ». Et ça, c'est extrêmement dramatique. Donc il y a une espèce de reconquête aujourd'hui des droits par les personnes. Ça passe par le fait de reconnaître l'énergie des personnes, de reconnaître leur dignité. Et c'est vraiment cette étape-là qu'il faut qu'on franchisse, parce que sinon, on est au risque d'une société où les gens se désaffilient. Et à ce moment-là, effectivement, c'est ce qu'a dit le président Delevoye, on peut se retrouver devant tous les phénomènes sectaires, devant tous les phénomènes communautaristes, mais il n'y a plus ce lien social et ce lien républicain. Donc il y a un enjeu essentiel à cette question. Et vous y contribuez par votre mouvement ATD Quart Monde, c'est très important parce que vous favorisez finalement l'accès aux droits évidemment de toutes ces personnes. Claude Dillain, on a vu là, on a vu les chiffres défiler sur nos écrans, il y a les chiffres collectifs, mais il y a autant de situations individuelles et de désastres derrière. On a vu les annonces aujourd'hui de Jean-Marc Ayrault, il y a le RSA qui est revalorisé, des aides au logement. C'est un montant de 2 à 2,5 milliards d'euros qui est consacré. Est-ce que déjà, au-delà de l'enveloppe, est-ce que les actions vont dans le bon sens? Est-ce qu'elles sont suffisantes? Non, avec tout ce que vous nous avez dit. Je crois que les réactions, pas seulement les miennes, parce que je suis de parti pris, mais les réactions le disent. Oui, c'est un bon début. Est-ce que c'est suffisant? Non, il faudra faire plus. Mais pour faire plus, il faut effectivement que la société française l'accepte. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour la solidarité, à condition de ne pas ouvrir son propre porte-monnaie, quoi. Je vous dis, on voit bien quand on demande, par exemple, une taxe pour construire du logement social, pour financer l'Agence nationale de rénovation urbaine, on a une levée de boucliers. Pas nous, pas nous, pas nous, c'est pas possible. Les autres, oui, peut-être, mais pas nous. Donc c'est ça le problème. Moi, je voudrais qu'on fasse plus, parce que c'est un cancer de la République. Je crois que vous avez raison, Monsieur le Président. Lorsque la solidarité ne se fait pas dans l'ordre républicain, les liens sociaux, je pense que vous le savez, se recréent. Il y en a des liens sociaux, mais très forts même, mais qui sont en dehors de la République. Résultat, à chaque élection, 30% de votants. Pourquoi les gens qui ne bénéficient pas de la solidarité dans l'ordre de la République auraient envie de voter? Et peut-être qu'un jour, ils auront envie même d'autre chose. C'est un peu contradictoire avec ce que vous disiez au début sur le regard de la société française. Donc c'est-à-dire que le problème aujourd'hui de la pauvreté, c'est que nous sommes confrontés à des franges importantes de la population qui ont le sentiment d'être disqualifiées, d'être mises à distance de la société. Or, ce processus-là de mise à distance crée ou génère des réactions de défense. On va rechercher à reconstituer des liens sociaux justement dans des quartiers, dans des communautés plutôt fermées, et tout cela parfois même en critiquant le lien de citoyenneté, les valeurs républicaines. Donc c'est un véritable problème. Mais moi je crois que franchement ce qu'il faut
faudrait aujourd'hui dire, c'est qu'il est important de mettre en œuvre des politiques préventives de la pauvreté. On est dans une période de crise, certes, mais il ne faut pas penser... Mais quel genre de politique, par exemple? Mais des politiques de fond. Le problème des politiques de lutte contre la pauvreté, c'est qu'elles sont toujours prises dans l'urgence. Et dans la réparation. Et elles correspondent à des politiques assez catégorielles, assez administratives et de courte durée. Donc, or, pour résoudre le problème de la pauvreté, il faut des mesures permanentes. Donc Jean-Paul Delvoye, est-ce qu'en France, contrairement à d'autres modèles, et je pense aux pays scandinaves, on n'a pas assez cette approche de politique globale, finalement, pour la pauvreté? Bien sûr, et comme les trois intervenants l'ont dit, on est dans un système de normes qui, en fin de compte, crée une complexité absolument incroyable. Moi, j'attends beaucoup de mesures qui ne coûtent rien. J'ai entendu le Premier ministre parler de la simplification. Ben, j'attends pour voir. Ouais. Parce qu'effectivement, ce que vous disiez, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne vont pas au RSA parce que c'est tellement compliqué que personne n'y va. Deuxièmement, j'attends qu'il y ait peut-être des expérimentations. Ça n'a pas été dit dans le plan. Moi, j'aimerais bien que sur certains territoires, on regarde très clairement, avec les communautés Maüs, avec d'autres... Il y a d'autres schémas aujourd'hui que notre schéma classique. Notre économie marchande n'offrira pas du plein emploi pour tous. Donc, il faut qu'on ait un autre regard sur l'activité, un autre regard sur la pauvreté. On voit défiler sur notre écran tout ce qui a été entrepris depuis 1988, depuis des années, le revenu minimum d'insertion et d'autres. Oui, mais ça a été des mesures compensatoires d'un système qui soulageait sa conscience en donnant une compensation de handicap à quelqu'un qui était exclu. Aujourd'hui, on est dans une autre démarche. Tout le monde doit avoir sa place dans la société, tout le monde doit avoir une capacité d'avoir un logement, un accès à la santé, etc. Et cette approche globale, elle ne peut se faire que sur les territoires et avec des accompagnements des personnes qui ont lâché prise. Il y a eu le déclic et donc, ce matin lors de la conférence. Il y a eu le déclic pour ce gouvernement ce matin. Moi, selon vous, j'ai entendu, et je l'ai salué, que, le gouvernement voulait changer de regard. Et vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, peut-être, l'aspect le plus important politiquement, c'est ça. C'est apprendre à changer le regard sur la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus fuir la pauvreté. On va sortir de votre studio, on va tomber sur des gens dans la rue. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, un Français sur deux pense qu'il peut un jour être pauvre. Deuxième élément, si on veut garder le pacte républicain et le jeu collectif, il faut qu'on tende la main et qu'on remette les gens dans le jeu. Et le remettre dans le jeu sur le plan scolaire, sur le plan du logement, sur le plan de la santé, etc. etc. Donc c'est un accompagnement. Et donc moi je ne crois plus à l'égalité des chances, je crois à l'égalité des parcours. Et si ce plan pouvait apporter à chacun la capacité de se reconstruire et d'être citoyen, eh bien parfait. Et ce n'est pas toujours une question d'argent. C'est pas une question d'argent. On va faire une petite parenthèse, même si ça peut être indécent d'en parler, c'est que c'est un plan qui coûte 2 à 2,5 milliards, que pour l'instant l'équation budgétaire n'est pas résolue. C'est toujours important. Il va falloir, Claude Dillin, trouver cet argent à la fois pour ce plan et déjà demain pour d'autres actions également. Oui, Pierre-Yves Madinier. On a parlé d'expérimentation. C'est une des propositions d'un des groupes de travail sur l'emploi. Expérimenter sur un territoire donné 0 chômeur de longue durée. Regardez combien ça coûte et combien ça rapporte de faire l'inventaire de l'exhaustivité des ressources d'un territoire en matière de ressources de personnes qui veulent travailler et de l'exhaustivité des besoins qui soient couverts. Regardons ça sur un territoire et regardons s'il n'y a pas une nouvelle dynamique à donner dans l'esprit de ce que dit le président Delevoye, c'est-à-dire n'attendons pas des miracles d'une croissance qui de toute façon laisse subsister un noyau de grande pauvreté qui n'est pas atteint par là. Deuxième idée qui ne coûte rien. Dénonçons la stigmatisation pour origine sociale. Dans ce qui a été indiqué sur le fait que les gens se retirent, il y a le sentiment que quand vous êtes titulaire d'un RSA, d'une CMU, vous êtes regardé d'une manière qui fait qu'on vous enfonce. Dénonçons ce fait et faisons reconnaître que cette discrimination-là existe et montrons que la République s'engage à faire sortir les gens de la pauvreté. Tout cela, c'est le travail de chacun d'entre nous, c'est pas le travail de l'État. Mais bien entendu, c'est le travail de chacun d'entre nous. Mais si vous me permettez, Président, un témoignage émouvant. Quelqu'un disait, du RSA, moi je ne vais plus chercher le RSA le 5. Parce que tous ceux qui vont à la poste le 5, on dit « Ah, c'est les gens du RSA. J'y vais le lendemain pour éviter ce regard discriminant à mon endroit. » C'est assez terrifiant ce qu'on entend. Mais je pense qu'on aura toujours finalement un processus de disqualification sociale. Les aides sociales seront toujours disqualifiantes. Donc il faut sortir de la logique de l'assistance, c'est-à-dire avoir une société qui propose un système de protection sociale fondé justement sur une couverture universelle, c'est-à-dire avec des transferts sociaux qui ont un objectif qui vise l'universalité et qui peuvent se traduire aussi par des tarifs sociaux, mais pas par des aides catégoriques
catégorielle. Ça, c'est vraiment le principe même de l'action sociale. On arrive à la fin de ce débat, je vais aussi laisser le mot de conclusion à Claude Dillin. En fait, on a compris aussi que le regard, qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour que le regard de l'autre change, même si les mesures existent, même si le plan, c'est un premier pas, il n'est pas suffisamment ambitieux, mais quand même les mesures sont là, c'est surtout le regard qui doit changer. D'abord. Oui, en faisant ce plan, tout va bien. On change le regard aussi. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose lorsque les responsables de l'État disent des choses comme ça que lorsqu'ils disent, effectivement, vous y avez fait allusion, qu'on va faire la chasse aux paresseux, aux assistés. Enfin, le mot assister est scandaleux. Vous avez raison de le dire. Moi, je parle de solidarité. Je fais référence à quelque chose que j'aime beaucoup, qui s'appelle la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est bien de le rappeler ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Je vais prendre des nouvelles de notre cadreur qui s'est écroulé. Il a été très ému. Tout va bien ? Bon, c'est l'essentiel, comme ça on finit bien. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite votre émission Preuve par 3. Je vous souhaite une belle soirée. À demain avec plaisir. Nathalie Kosciusko-Morizet est l'invitée de Preuve par 3 en cette 4e semaine de guerre des chefs à l'UMP. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'incarnation féminine des non-alignés. Et vous réagirez bien sûr dans un instant au dernier rebondissement d'une affaire que François Fillon juge lamentable. Ça vous fait au moins un point commun. L'ancien Premier ministre se dit prêt à passer la main pour laisser place à de nouvelles candidatures. C'est peut-être une idée qui vous plaît. Enfin, vous le direz dans un instant à Frédéric Dumoulin de l'agence France Presse, notre partenaire, qui nous rejoindra donc dans un instant, ainsi que Perrine Tarnot de Public Sénat. On va d'abord parler, si vous le voulez bien, du gouvernement. Le Premier ministre a dévoilé un ensemble de mesures pour lutter contre la pauvreté qui gagne, on le sait, dans notre pays. Est-ce que globalement, vous avez envie d'approuver ce dispositif ou de le critiquer ? Je trouve qu'il ne faut pas confondre l'action politique avec ce qui, poussé trop loin, ressemble à une forme de charité. La charité, c'est important. L'assistance, c'est important. Le soutien, l'aide, la solidarité, c'est important. Mais l'action politique, elle doit rechercher la justice. Et la justice, quand on est dans la difficulté, la justice, quand on a du mal à trouver sa place dans la société, ça passe par le travail. Voilà. Évidemment, il faut pouvoir aider les personnes qui sont en difficulté. On est dans une société qui ne laisse pas tomber ceux qui, à un moment, mettent le genou à terre. Moi, je le vis dans ma ville, à Longjumeau. C'est vrai qu'il y a en ce moment une augmentation de la pauvreté. C'est vrai qu'avec la crise, c'est très difficile. Donc il faut des mesures d'urgence. Je vous donne un exemple. On est en train d'augmenter, chez moi, la superficie de l'épicerie sociale. Pour que tout le monde, et on a de plus en plus de familles, pour que tout le monde puisse avoir à manger et quand on est dans la grande difficulté, pouvoir avoir des menus un minimum équilibrés. Par exemple, pour les enfants, je le disais, on a de plus en plus de familles. Donc ça, il faut le faire. Oui. Mais simplement, ça ne peut pas être le cœur d'une politique. Ça ne peut pas être l'objet principal d'une politique. C'est pas ce qu'a dit le Premier ministre. Sauf que pour le moment, le Premier ministre met ça en avant pour ne pas faire et ne pas faire ce qu'il faudrait en matière économique. La première nécessité, c'est de trouver un emploi. Bien sûr, encore une fois, on est dans une société qui laisse tomber personne. Mais on ne résoudra pas les problèmes seulement en augmentant le RSA, en augmentant les revenus de l'assistance, en oubliant d'ailleurs la dimension activité qui est prévue dans le RSA, alors, parce que c'est un peu ça qu'il y a derrière les projets du Premier ministre. Et j'ajoute qu'on le fera moins encore en ce moment où on est en situation de déficit public, d'endettement, où l'État n'a plus d'argent. Les mesures qui ont été annoncées par le Premier ministre, elles sont chiffrées entre 2 milliards et 2,5 milliards jusqu'en 2017. Moi, je crois que l'argent, aujourd'hui, il est utile en le réinvestissant dans l'économie,
en faisant en sorte de nous endetter, en faisant en sorte d'aider les entreprises à créer des emplois, d'améliorer notre compétitivité. Les entreprises sont au front, on est en situation de guerre économique. C'est d'abord là que ça se passe. Il y a un pacte de compétitivité, on le sait, de 20 milliards d'euros. Là, on parle de 2 milliards pour la solidarité, et ce sont 2 milliards qui sont mal employés pour vous. Vous le dites franchement. Je le dis franchement. Oui, on est en situation de guerre économique. Quand on est en guerre, on se demande qui est au front. Ceux qui sont au front, c'est les entreprises. C'est elles qui créent les emplois. C'est elles qui, in fine, nous permettent de nous sortir de la crise. Vous dites, il y a un plan de compétitivité de 20 milliards. Bon, la réalité, c'est qu'il y a plusieurs dizaines de milliards de nouveaux impôts qui ont été mis sur les entreprises depuis que ce gouvernement est arrivé. L'autre jour, il y avait une interview du patron d'AXA. Il disait, voilà, dans ma société, tous les nouveaux impôts créés par le gouvernement, c'est 176 millions d'euros en plus, 176 millions d'euros en plus que ça va nous coûter. Bon, et j'ai commencé à calculer leur crédit d'impôt, donc avec un an de décalage, en fonction des calculs, une vraie usine à gaz, peut-être que ça nous rendra 20 millions d'euros. Donc ce que le gouvernement présente comme un plan en faveur de la compétitivité, en fait, c'est du rattrapage sur une forte pèse de compétitivité bien plus profonde que ce rattrapage pour certaines entreprises. Et simplement, moi je dis, toutes ces mesures, je ne juge pas telle ou telle mesure, je dis que ça ne peut pas être un projet pour la France, ça ne peut pas être un projet pour les Français. Vous y voyez une incitation à l'assistanat, qui est souvent dénoncée à l'UMP. Est-ce que vous iriez jusque-là? On sait qu'on a un problème en France de rapport entre les revenus de l'assistanat et les revenus du travail, entre la difficulté qu'il y a à trouver un travail, tout ce qu'il y a comme effet de cliquet, tout ce qu'on perd comme support quand on trouve un travail, ce que ça coûte de prendre ces transports. Est-ce qu'il renforce cette tendance que vous dénoncez? Chacun peut le comprendre. Si on augmente un peu les revenus de l'assistanat, si on ne fait pas ce qu'il faut pour soutenir le travail, regardez juste la logique. On a supprimé la défiscalisation des heures sup. Pour des millions de nos compatriotes, sont des revenus en moins. Sont plusieurs centaines d'euros en moins à l'année. Donc ça, c'est des revenus du travail en moins. Ce sont des personnes qui travaillent, qui, avec leur travail, vont toucher moins. Et en face, on augmente en proportion différente les revenus d'assistanat. Donc vous voyez bien qu'on modifie les équilibres dans un sens qui, moi, ne me semble pas le meilleur équilibre pour la France, pour l'avenir de la France. Encore une fois, l'avenir des Français ne peut pas être dans l'assistanat. L'aide sociale, mais dans le travail. Et que pensez-vous d'un mot de la création d'une garantie jeune, sous la forme d'un contrat d'1 an, avec là également le versement d'un RSA? Si vous regardez l'ensemble du plan, il y a des choses, je peux dire que je les trouve individuellement intéressantes. Je vous en donne une que j'ai regardée d'un peu plus près. C'est la question de tous ces gens qui ont droit au RSA complément d'activité. Donc ce sont des gens qui travaillent, mais qui sont ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. Ils ne gagnent pas beaucoup. Ils ont droit à un petit complément de la part du RSA. Ils sont très nombreux à ne pas le savoir, à ne pas le toucher. 68%, dit-on. Et dans le plan, on dit on va mieux les informer. Moi, je trouve ça intéressant, le RSA, dans sa partie complément d'activité en plus, qui aide ceux qui retrouvent un travail, elle est intéressante. Donc je ne vous dis pas que tout est acheté dans ce plan-là, c'est pas ça. C'est simplement que ça n'est pas l'objet d'une politique en soi. Si je voulais prendre l'image, je dirais qu'on a besoin d'un gouvernement chirurgien. On a besoin de réformes de fond. On a besoin de se transformer pour faire face à cette concurrence très dure qui est celle de la mondialisation dans la crise. Et en face de ça, on a un gouvernement rebouteux qui nous fait des décoctions à base d'assistance. Parfois, on peut être tenté d'aller voir un rebouteux, mais on sait bien que les maladies de fond, on ne les soigne pas comme ça. La France ne trouvera pas son salut dans ce type de proposition. Bon, on retiendra l'image alors, un gouvernement de rebouteux et non pas de chirurgien. Vous avez cité M. De Castres, le patron d'AXA, il y a un instant. Je ne sais pas comment évolue son salaire, mais on a découvert aujourd'hui, dans le même temps qu'on dresse le constat de la précarité, de la pauvreté qui progresse dans notre pays, que les patrons du CAC 40, eux, continuent de s'augmenter, plus 4% l'an dernier. Comment est-ce que vous réagissez? Ça vous choque? J'ai toujours pensé, et ça fait longtemps que je le pense, que la proposition qui était celle de faire entrer plus de représentants des salariés dans les conseils, y compris dans les conseils de rémunération, qui fixent la rémunération, était une bonne proposition. Ces choses-là, dans un système qui sont complètement transparents, dans un système dans lequel on peut parler de la répartition des bénéfices, des profits à l'intérieur de l'entreprise, deviennent soit impossibles,
insupportables et ne se font pas, soit elles trouvent du sens parce que c'est un patron qui a très bien réussi et qui a apporté de la richesse et du développement pour son entreprise. C'est pas toujours le cas. Mais les augmentations ne sont pas toujours fondées sur des résultats en progression. C'est une moyenne, oui. Enfin, bon, voilà. Un mot sur l'exil fiscal de Gérard Depardieu. Est-ce qu'il vous choque? C'est-à-dire, je trouve ça tellement dommage parce que bon, on avait Astérix et Obélix, donc Astérix est parti à Londres, Obélix part à Bruxelles. Ceci dit, on peut s'interroger sur un système fiscal qui conduit en masse à ce genre de départ, parce qu'au-delà des cas individuels, il y a un mouvement qui se fait, qui est un mouvement qui doit nous interroger. Qui ne date pas d'hier. Qui ne date pas d'hier, non, c'est pas Un nouveau. député socialiste suggère la déchéance de nationalité si les exilés fiscaux ne payent plus d'impôts en France. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est réaliste, souhaitable, réalisable? Vous savez, c'est toujours le problème. Il y a des faits qui ne plaisent pas aux socialistes, et donc ils voudraient supprimer en quelque sorte ces faits, faire en sorte que ça n'existe pas. Est-ce qu'il ne faut pas se poser la question de savoir pourquoi tout le monde va? Et je vous dirais que moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas les personnes qui partent pour des motifs fiscaux. Évidemment, ça doit interroger sur une fortune déjà réalisée. C'est tous ces jeunes qui partent, qui se disent c'est pas en France qu'est mon avenir. Parce que dans les dernières mesures qu'a prises le gouvernement, il y a ça comme conséquence. Il y a ceux qui partent, c'est vrai, c'est une réalité, il y a ceux qui partent parce qu'ils ont de l'argent et qui se disent qu'ils vont trop payer en proportion de leurs revenus et qui se mettent à l'abri fiscalement. Mais il y a aussi toute cette génération qui se dit c'est pas en France que je vais créer mon entreprise parce qu'avec le nouveau système de taxation des plus-values de cession, notamment dans le milieu du numérique, moi je vois ça, j'ai été secrétaire d'État au numérique, je connais bien ce milieu. Les pigeons ont été entendus. C'est des personnes moyennement, parce que vous savez, les conditions qui ont été mises par le gouvernement, il faut rester 10 ans, sont des conditions qui ne correspondent pas à l'industrie du numérique. Parce que dans l'industrie du numérique, les gens vendent et rachètent très rapidement, ce sont des boîtes qui tournent très très vite. C'est ça le monde du net. Et de toute façon, le gouvernement a fait semblant d'entendre en créant des nouvelles niches, des nouvelles conditions. C'est encore à la française. Ceux qui réinvestissent leurs profits sont exonérés. Écoutez, moi ce que je voudrais, c'est qu'on ait un système fiscal qui est organisé autour de l'idée que quand on prend des risques, quand on investit, quand on crée des emplois, on doit être soutenu d'une manière ou d'une autre. Moi, je voudrais un système qui soit reconstruit autour d'une notion que j'ai portée, que j'ai développée dans mon mouvement politique, que j'ai appelée la réciprocité. Faire en sorte qu'on ne puisse pas donner au système sans recevoir, ou recevoir toujours sans donner. Et j'applique ce principe de réciprocité de la même manière à la question du RSA. Je pense qu'il ne faut pas éternellement pouvoir recevoir sans donner. C'est l'intérêt, par exemple, en face d'un revenu d'assistance, de mettre des heures minimum de travail d'intérêt général, de participation à l'activité, avoir une forme de donnant-donnant. C'est ce qu'on demandera aux jeunes, et c'est pareil pour les entreprises. Une entreprise qui crée de l'activité, qui crée de l'emploi, une start-up, une entreprise en formation, il ne faut pas qu'elle ait l'impression que tout ce que le monde politique et le gouvernement a à lui dire, c'est on vous reconnaît pas dans votre activité de créateur d'emploi et on va vous taxer. Bon, alors deux mots encore sur des affaires de justice. J'aimerais vous entendre, Nathalie Kosciusko-Morizet, sur la fin de la saga judiciaire et politico-médiatique qui a opposé DSK à Nafissatou Diallo, la transaction financière. Parce qu'il y en a quelques-unes, des sagas judiciaires et médiatiques en ce moment. Oui, il y en a d'autres. On va parler de celle de l'UMP dans un instant. Elle n'est pas encore tout à fait judiciaire, mais on s'en approche. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont la page est tournée? Bon, moi, c'est un système judiciaire américain, c'est pas le nôtre. On ne va pas parler du système judiciaire. Comment vous ressentez la fin de cette histoire? Je porte pas de jugement sur je voudrais qu'on comprenne. Je porte pas de jugement sur le système judiciaire américain. Mais c'est vrai que comme beaucoup de Français, je suis surprise de la manière dont ça fonctionne pas du tout comme chez nous, et c'est vrai que ça renvoie une image, un sentiment qui est un peu curieux, parce que chez nous en France, dans notre système judiciaire, c'est pas ça qu'on attend de la justice, si vous voulez. On attend de la justice qu'elle dise, qu'elle tranche ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé. Donc cette méthode de transaction et de transactions autour de compensations financières est quelque chose qui nous surprend et qui d'une certaine manière nous choque. Bon, c'est leur système judiciaire. Encore une fois, on ne porte pas de jugement, on ne va pas porter de jugement sur le système judiciaire d'un État étranger, souverain et mais vous êtes choqué quand même. Mais on ne comprend pas bien, quoi. C'est pas ça que moi j'attends de la justice. D'accord. C'est pas là que j'attends la justice. Choqué de voir François Hollande envoyer des explications manuscrites à la justice pour dénoncer des mensonges et appuyer à la plainte de sa compagne à propos des auteurs de sa biographie La Frondeuse? Je vous dirais que moi je suis choquée du manque de cohérence. Et je vais vous donner deux exemples sur ce sujet.
Bon, d'abord, on a cette fameuse affaire du tweet. Et puis, Valérie Trierweiler nous dit, je ne ferai plus de politique. Et puis là, finalement, elle reçoit des opposants au projet de Notre-Dame-des-Landes. Donc après avoir taclé Ségolène Royal pendant la campagne législative par un tweet, c'est un drôle de message qu'elle envoie à Jean-Marc Ayrault, qui est le premier soutien au projet de Notre-Dame-des-Landes. Problème de cohérence politique. On fait de la politique ou on ne fait pas de politique. Et là, François Hollande, à son tour, est dans un problème de cohérence. Il a dit pendant la campagne présidentielle, il en a fait une marque en quelque sorte. Vous savez, c'était cette fameuse tirade « moi président », qui ne se mêlerait pas des affaires judiciaires, des affaires personnelles. Et clac, il envoie une lettre dans un procès en diffamation pour témoigner, pour dénoncer des allégations. Mais attendez, c'est un problème de cohérence. Mais s'il avait dit pendant la campagne présidentielle, je considérais que quand on s'attaque à ma personne ou à celle de ma compagne, non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit le contraire. Il a dit, moi, président, je m'investirai absolument pas dans quoi que ce soit de personnel, de judiciaire, d'intervention. Les dossiers personnels. C'est pas une intervention personnelle. Sauf que ça le touche directement. Ben oui, mais enfin, c'est encore plus personnel, j'ai envie de dire. Encore plus personnel. Donc voilà, souci de cohérence. C'est un problème de cohérence. Et on a l'impression que ce gouvernement n'arrive pas à tenir, et ce président n'arrive pas à tenir une position plus de 2 mois. Je ne vais pas me mêler de politique, finalement je m'en mêle. Moi, président, je ne ferai pas ça, finalement je le fais. On a l'impression que la ligne, c'est pas qu'elle n'est pas claire, c'est que tout peut être renié dans les 2 mois qui suivent. Allez, on va parler de l'UMP maintenant, si vous voulez bien, et de la perspective d'un nouveau